Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La réforme des retraites a mis en lumière la difficulté pour Emmanuel Macron de gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée. Le 16 mars, la première ministre Elisabeth Borne a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote le projet de loi. Et quelques jours plus tard, le 20 mars, une motion de censure déposée par un groupe centriste, votée par 19 députés républicains, a failli renverser le gouvernement. Motion rejetée finalement à 9 voix près. Code Source refait le film du 49.3 sur la réforme des retraites avec deux journalistes du Parisien, David Doucan, chef du service politique, et Olivier Beaumont, en charge de l'exécutif. Le jeudi 16 mars, à Paris, à l'Assemblée nationale, en début d'après-midi, Elisabeth Borne s'apprête à annoncer que le gouvernement va faire adopter sans vote la réforme des retraites. La première ministre est à la tribune, mais elle ne peut pas commencer à parler. Une partie des députés de gauche, de la NUP, chantent la Marseillaise et brandissent des pancartes. 64 ans, c'est non. Pour comprendre comment on en est arrivé là et les nombreuses réactions que le recours au 49.3 a provoquées, on a choisi de commencer ce podcast le dimanche 19 juin 2022, au soir du second tour des élections législatives. Un peu moins de 2 mois plus tôt, le dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président avec 58,5% des suffrages contre 41,5% à son adversaire Marine Le Pen. David Doucan, problème pour Emmanuel Macron, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. L'enseignement principal, c'est l'entrée en masse des extrêmes. L'entrée de l'extrême droite avec 89 à ce moment-là députés Rassemblement National et l'entrée de la France Insoumise, l'extrême gauche, avec plus de 70 députés qui font leur entrée à l'Assemblée nationale. Il y a les socialistes qui sont un peu plus d'une trentaine, les communistes sont là, les écologistes également, donc une gauche qui résiste bien, et une majorité composée de 3 blocs, Renaissance, Horizon et le Modem, mais qui est une majorité relative. Et ils ne sont pas plus de 289. De leur côté, les Républicains sont 61. Olivier Beaumont, est-ce que dans les jours qui suivent, Emmanuel Macron envisage de former un gouvernement de coalition avec eux ? La nouvelle composition de l'hémicycle l'oblige en effet à devoir s'associer encore plus qu'il n'a pu le faire lors du précédent quinquennat avec la droite. Concrètement, comment ça peut se passer ? Notamment en nommant une de ses figures à Matignon. Une hypothèse est lancée, celle de Catherine Vautrin. Alors, le grand public ne la connaît pas forcément, mais c'est une des figures de la droite, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Grand Reims. Elle est reçue à l'Élysée, elle déjeune avec Emmanuel Macron, ça va très très loin dans les discussions, les négociations, mais ça finit par échouer parce que toute l'aile gauche de la Macronie est vent debout et dénonce notamment les anciennes positions de Catherine Vautrin, notamment à l'époque du mariage pour tous. Donc pas de gouvernement de coalition, du coup, que cherche à faire Emmanuel Macron vis-à-vis des Républicains ? Il doit quand même envoyer des signaux, déjà en renommant certaines figures anciennement de la droite à des ministères importants, régaliens. Gérald Darmanin est reconduit à Beauvau, Bruno Le Maire à Bercy, Sébastien Lecornu prend la tête du ministère de la Défense, et puis il va aussi essayer d'aller sur le fond, d'essayer d'aller chercher des compromis texte par texte avec les Républicains. Il annonce l'intention d'avoir un grand texte sur l'immigration, il annonce aussi une grande loi sur la justice et évidemment ce fameux serpent de mer qui avait été évoqué pour la présidentielle, une réforme des retraites. Concernant les retraites, en effet, Emmanuel Macron a promis pendant la campagne électorale de relever l'âge légal de départ à la retraite en le faisant passer de 62 à 65 ans. La réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, avec un système de trimestre progressif, mais donc de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Pendant son précédent mandat, une première réforme des retraites a été adoptée le 29 février 2020 via un 49.3. Elle est ensuite suspendue puis abandonnée pendant la crise sanitaire. David Doucan, cette fois-ci, Emmanuel Macron veut aller vite et il veut faire passer la réforme dans le cadre du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ce choix ?
Le choix du PLFSSR, projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, permet l'utilisation d'un temps d'examen encadré et limité. Le calcul politique à ce moment-là, c'est de se dire il faut que ça aille vite, parce que si le débat devait durer sur plusieurs mois, 6 mois, comme ça peut arriver parfois, ça donnait du temps à ses adversaires pour une mobilisation longue, puissante. Donc si ça peut être difficile moins longtemps, c'était le calcul à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une autre raison ? Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le gouvernement n'a le droit qu'à un seul 49.3 par session parlementaire, sauf pour les textes budgétaires. Donc passer par un texte budgétaire permettait de pouvoir utiliser le 49.3 sans griller la cartouche. À l'automne, les syndicats sont reçus à Matignon par Elisabeth Borne, mais ils estiment ne pas avoir été écoutés. Tous les syndicats de salariés se prononcent contre cette réforme, y compris David Doucan, le syndicat réformiste CFDT, dirigé par Laurent Berger. C'est un syndicat qui, contrairement aux autres, considère que oui, il peut y avoir un problème de déficit du régime des retraites, que donc il est effectivement utile de le réformer, ce régime de retraite, mais sans toucher à l'âge légal. Donc dès lors qu'Emmanuel Macron a promis, pendant l'élection présidentielle, de reporter l'âge légal en vigueur, il a perdu la CFDT. Le mardi 10 janvier, Elisabeth Borne présente la réforme pendant une conférence de presse, puis le soir, aux 20h de France 2, le gouvernement fait un geste en repoussant l'âge légal à 64 ans, finalement contre 65 ans annoncé pendant la campagne électorale. Ça n'est pas un objectif en soi, 65 ans. Notre objectif... Mais c'est pas une promesse en l'air non plus. Pourquoi non, avoir revu ? Mais je pense que très tôt, le président de la République l'avait dit. Notre objectif, c'est l'équilibre de notre système de retraite en 2030. Le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, le lundi 6 février. Olivier Beaumont, décrivez-nous l'ambiance au tout début de l'examen de ce texte. L'ambiance, elle est électrique et tout de suite exécrable. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, s'il vous plaît. Pour preuve, que quand le ministre du Travail, Olivier Dussopt, monte à la tribune pour prendre la parole... Non, pas de chahut. Il ne peut pas s'exprimer, c'est-à-dire que les oppositions vont siffler, vont le chahuter. Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement. À tel point que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, va plusieurs fois faire des rappels au règlement. Ça ne va pas suffire, il va se produire une suspension de séance. Nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que ta collègue laisse le gouvernement s'exprimer. Il va falloir attendre de longues minutes, un long moment, avant que Olivier Dussopt puisse à nouveau prendre la parole dans un chahut généralisé. La réforme donne lieu à des échanges souvent tendus dans l'hémicycle dans les jours qui suivent. Par exemple, le lundi 13 février, quand un député insoumis dérape en interpellant le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Effectivement, ce député insoumis, c'est Aurélien Saint-Toul. Il va prendre la parole pour accuser Olivier Dussopt d'être un imposteur, même un assassin. Il fait référence à une des dispositions du texte sur les retraites, notamment qui prévoit la suppression des CHSCT, ces fameux comités d'hygiène et de sécurité. Et puisque vous avez voulu parler des morts du travail, je vous donne les chiffres, parce que vous avez menti encore une fois, et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Bronca dans l'hémicycle, condamnation quasi unanime des parlementaires, à l'exception de la France insoumise. Même le Rassemblement national apportera son soutien au ministre du Travail après les propos prononcés par ce député LFI. Le vendredi 17 février, après 2 semaines de débat, c'est le dernier jour consacré à cette réforme à l'Assemblée nationale. Climat d'exaspération et d'épuisement puisque les députés n'ont pas réussi à aller au bout de l'examen du texte, même pas jusqu'au fameux article 7 qui prévoit de valider le report de l'âge légal à 64 ans. Donc c'est un échec pour la majorité qui n'a pas réussi à faire adopter ce texte. La stratégie d'obstruction de la part de la France insoumise a fonctionné. On voit aussi les limites de l'exercice et c'est une frustration assez généralisée qui s'empare de l'hémicycle. Le texte passe alors à la Chambre haute du Parlement, le Sénat, le 2 mars. Il est débattu jusqu'au samedi 11 mars. David Doucan, comment ça se passe au Sénat ? Le gouvernement se disait la Chambre haute, plus polie, plus calme, les choses pourront s'y dérouler plus sereinement. Eh bien, il n'en fut rien. La gauche sénatoriale
a pratiqué une obstruction, a multiplié les amendements identiques d'ailleurs. Ils avaient pour stratégie d'empêcher à tout prix que le texte soit adopté. Mais Gérard Larcher, le président du Sénat, ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Il a utilisé tous les moyens à sa disposition dans le règlement de la Haute Assemblée pour contrer cette obstruction et accélérer les débats, si bien que le texte a bel et bien été adopté, voté par les sénateurs. Le mercredi 15 mars, la réforme est étudiée en commission mixte paritaire. C'est quoi concrètement ? Alors la commission mixte paritaire est composée de 7 députés et de 7 sénateurs et a pour objectif de mettre d'accord les deux chambres lorsqu'elles n'ont pas voté exactement le même texte, si bien que lorsque cette commission y parvient, on dit qu'elle est conclusive, ce qui ensuite entraîne un vote solennel dans chacune des deux chambres pour adopter le texte définitivement. Là, c'était particulier puisque l'Assemblée nationale n'a pas voté de texte, donc le texte de travail pour cette CMP en fait était celui adopté par le Sénat. En ce qui concerne la réforme des retraites, la commission mixte paritaire a réussi à se mettre d'accord sur un texte commun et elle a donc été conclusive. Pendant l'examen du texte, la réforme des retraites a donné lieu à 8 journées de grève et de manifestation. La première, le 19 janvier, a rassemblé en France dans les différents cortèges plus d'1 200 000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur, 2 millions d'après les syndicats. Celle du 15 mars a réuni près de 500 000 manifestants d'après l'Intérieur, 1 700 000 selon la CGT. Après autant de semaines de grève, un mouvement général dans le pays de rejet de cette réforme, du point de vue même des sondages, ils ont perdu déjà. Donc là, c'est pathétique ce qui est en train de se passer, mais il ne faut pas laisser passer. Olivier Beaumont, le mercredi 15 mars, on est à la veille du vote de la réforme prévue à l'Assemblée le jeudi, et ce mercredi soir, Emmanuel Macron réunit à l'Élysée Elisabeth Borne et les principaux ministres concernés. Il est d'ordinaire d'usage que lorsqu'une commission mixte paritaire est conclusive, le vote qui suit dans la foulée à l'Assemblée et au Sénat n'est qu'une pure formalité. Or, les calculs qui vont avoir lieu dans les heures qui vont suivre cette CMP pendant toute la soirée vont montrer que le rapport de force est loin d'être en faveur du gouvernement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont censés trancher pour savoir s'ils vont soumettre ou pas ce texte au vote ou peut-être aller jusqu'à un passage en force, c'est-à-dire le scénario du 49.3. Ils passent plein de coups de fil, y compris auprès des Républicains, d'Éric Ciotti, le président du parti, d'Olivier Marleix, le président du groupe, pour refaire des comptages. On parle d'une dizaine de voix d'écart, certains parlent même de 5, et donc il y a vraiment une incertitude. Emmanuel Macron laisse quand même une indication qu'il va savamment laisser fuiter dans les médias. Il va dire, s'ils veulent aller jusqu'à une dissolution, eh ben chiche, on ira jusqu'à la dissolution. Une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections, ça veut dire pour chaque député le risque de perdre sa place en cas de défaite. Les Républicains sont divisés face à cette réforme avec d'un côté Éric Ciotti qui est pour, le nouveau président du parti élu début décembre, et de l'autre Aurélien Pradié qui lui a perdu cette élection interne et qui est contre le projet de loi. David Doucan, pourquoi cette différence de position entre les deux ? Éric Ciotti, il est pour cette réforme parce qu'il a un enjeu de cohérence. Il considère que si les Républicains ne sont pas cohérents avec tout ce qu'ils défendent depuis des années et des années, ils perdront toute crédibilité aux yeux des Français. Aurélien Pradié, il est dans une autre logique, il est dans une logique de recherche de notoriété personnelle. Donc ce positionnement d'Aurélien Pradié, disons iconoclaste pour les Républicains, il lui sert à lui pour imposer une forme de ligne politique qui lui ressemble et pour exister, pour apparaître au fond sur la carte de la vie politique française. Le jour du vote, le jeudi 16 mars, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les ministres concernés sont toujours dans le doute. Nouvelle réunion à l'Élysée le matin et à midi. Quelques minutes avant l'arrivée du vote à l'Assemblée nationale, on ne sait toujours pas quelle décision va prendre le gouvernement, aller au vote, prendre le risque d'être battu ou alors un passage en force au 49.3. Toute la matinée, le président de la République, sa première ministre et les principaux membres du gouvernement vont compter et recompter, beaucoup de coups de fil passés auprès des parlementaires de la droite, mais ils n'arrivent pas à avoir aucune garantie sur la certitude d'avoir une majorité sur ce texte. Donc que va finalement faire Emmanuel Macron ? Eh bien, il va finir par prendre la décision de déclencher un 49.3. David Doucan, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne prend pas le risque d'aller au vote et d'enregistrer un échec ? Parce que perdre à l'Assemblée nationale sur la réforme emblématique de son second quinquennat revient à un coup d'arrêt. On se relève du 49.3, on ne se relève pas d'un rejet
de la réforme par l'Assemblée nationale. Olivier Beaumont, depuis plusieurs semaines, Elisabeth Borne n'avait pas caché qu'elle était contre le recours au 49.3. Oui, parce qu'elle n'a cessé de dire qu'elle était en recherche de compromis, elle n'a cessé de vanter la méthode, la concertation. C'est pour elle aussi une question de légitimité politique. Elle sait que dans ce moment, elle joue aussi son possible maintien à Matignon. C'est une première ministre qui est fragilisée clairement dans cette séquence et elle a besoin d'un vote en bonne et due forme à l'Assemblée pour en ressortir renforcée politiquement. Donc ce 49.3 la délégitime aux yeux des oppositions, mais aussi au sein même de sa propre majorité. Peu après 15h, Elisabeth Borne monte à la tribune de l'Assemblée nationale et après avoir attendu la fin de la Marseillaise qu'on entendait au début de ce podcast et après que les pancartes soient baissées, elle annonce donc le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote au Parlement. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Olivier Beaumont, comment réagissent les députés dans l'hémicycle en fonction de leurs opinions ? Les députés de la NUP quittent l'hémicycle en hurlant et les députés du Rassemblement national, de l'autre côté, se lèvent, ne quittent pas l'hémicycle, mais par contre dressent le pouce en bas. C'est une façon de condamner la posture du gouvernement. On n'avait jamais vu dans l'hémicycle de mémoire de parlementaires, et y compris de journalistes qui ont l'habitude de fréquenter les travées du Palais Bourbon, on n'avait jamais vu une ambiance aussi électrique et aussi même délétère dans cette enceinte. Une partie des députés macronistes du mouvement Renaissance donc sont eux aussi en colère. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi ressortent fragilisés de cette séquence. Ils vont en circonscription, eux ils entendent aussi ce que leur disent leurs électeurs. Et qu'est-ce qu'on va dire derrière quand, après avoir dit pendant des semaines, mais non, on n'ira jamais au 49.3, on trouvera un compromis et obtenir une majorité, pour eux aussi c'est une situation d'échec dans leur propre circonscription. David Doucan, pourquoi cette décision choque autant de monde alors que le 49.3 est finalement prévu par la Constitution ? Sans doute compte tenu de l'ampleur de la réforme. Elle concerne absolument tout le monde et elle touche à un sujet intime, c'est-à-dire cette partie de la vie entre le travail et la fin de la vie. C'est très intime, chacun s'y projette. Compte tenu de cette importance, le 49.3 qui donne le sentiment d'une absence de légitimité démocratique, je dis bien sentiment de déni démocratique, parce que le 49.3 a été suivi du dépôt de 2 motions de censure sur lesquelles les députés vont pouvoir s'exprimer. Le soir même, la Première ministre Elisabeth Borne est aux 20h de TF1. Bonsoir Madame la Première ministre. Bonsoir. Elle répète que cette réforme est nécessaire et elle réaffirme que le recours au 49.3 est démocratique. Je pense que c'est très important de dire que le 49.3, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure et que cette motion de censure, elle fera l'objet d'un vote. Et donc ce vote, finalement, ça sera ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme. Donc cette réforme, elle a suivi un processus démocratique, des heures de débat à l'Assemblée, des heures de débat au Sénat, un vote au Sénat, et il y aura dans les prochains jours un vote à l'Assemblée nationale. Une motion de censure, si elle est adoptée, entraîne la démission du gouvernement. Le lundi 20 mars, la motion déposée par le RN est écartée. Celle proposée par un groupe centriste, le groupe Lyot, est rejetée de justesse à 9 voix près. 19 députés républicains ont voté pour. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée, 287, pour l'adoption, 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Dans la foulée, Olivier Beaumont, le soir, Elisabeth Borne retrouve Emmanuel Macron à l'Élysée. On va avoir une dramatisation dans les heures qui vont suivre, effectivement, avec cette réunion du soir. Le lendemain matin, tôt, mardi matin, Emmanuel Macron va à nouveau convoquer Elisabeth Borne et une vingtaine des ministres les plus importants du gouvernement pour essayer de voir comment rebondir après ce moment-là, parce que la méthode n'a pas fonctionné, clairement. Ils savent qu'ils ont encore des textes majeurs à faire passer dans les prochaines semaines, sur l'immigration, sur la justice, encore sur la transition écologique. Donc ça va être très 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 compliqué pour Elisabeth Borne en continuant cette méthode-là. Et donc, il va falloir trouver un second souffle, une nouvelle méthode. Et aussi cette question, est-ce qu'on continue de travailler ensemble ?
Bonjour, Monsieur le Président. Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue. Le mercredi 22 mars, le président Emmanuel Macron accorde une interview à TF1 et à France 2 dans leurs journaux de 13h. En résumé, il reconnaît ne pas avoir réussi à convaincre les Français de l'importance de sa réforme. Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Mais pour le reste, il campe sur ses positions, il redit sa confiance à Elisabeth Borne. David Doucan, il dit aussi qu'elle devra élargir sa majorité. Le mandat que je lui ai donné, c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra, avec les femmes et les hommes de bonne volonté qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie, sont prêts sur les priorités que j'ai fixées, que je vais vous rappeler, et le programme de gouvernement que la Première ministre va travailler, à avancer avec elle. L'un des enseignements du fiasco sur les retraites, quand je dis le fiasco, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir trouvé de majorité, c'est que le parti Les Républicains, n'ayant pas une autorité incontestée sur ses troupes à l'Assemblée nationale, n'est pas le bon interlocuteur. Toutefois, des individualités, des échanges avec les uns et les autres, un coup à droite, un coup à gauche, cela peut permettre de peut-être continuer à gouverner sans sombrer dans l'immobilisme. Voilà le pari que fait Emmanuel Macron, et élargir la majorité, c'est la mission qu'il confie à Elisabeth Borne. Elle ne sera pas facile, mais elle n'est pas impossible. Pendant cette interview, Emmanuel Macron dit qu'à partir de maintenant, il va faire en sorte que les projets de loi soient, je cite, plus courts, plus clairs. Ça veut dire quoi ? Quelle est son idée ? Si on prend l'exemple de l'immigration, le projet de loi immigration, c'était 2 volets. Un volet de durcissement de la politique migratoire de la France, et un volet pour simplifier l'accueil de certaines personnes pour certains métiers, faciliter au fond l'acquisition d'un permis de séjour. Alors, vous avez un volet qui peut plaire à la droite, et vous avez le second volet qui déplaît très fortement à la droite. Alors, si vous faites 2 textes différents, peut-être que vous pouvez trouver une majorité avec la droite sur le premier et une majorité avec une partie de la gauche sur le second. C'est le pari qu'Emmanuel Macron fait. Voilà, je vous donne cet exemple sur l'immigration pour essayer de comprendre comment, effectivement, dans les mois, dans les années à venir, il peut concevoir de gouverner. Merci à David Doucan et Olivier Beaumont. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @codesource, ou nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Pierre Chaffanjon.